La scène se déplace vers Scott et Styles comptant l'argent, taché du sang de nombreux loups-garous. Le donateur semblait extrêmement prudent, car il utilisait un compte différent pour chaque transfert. Scott voulait rendre l'argent à Derek, mais Styles n'était pas d'accord, disant que Peter avait aussi une part, même s'il était censé avoir nettoyé. Il ne pouvait toujours pas lui faire confiance. Ils décidèrent de garder l'argent secret pour Derek et Peter pour le moment. Juste à ce moment-là, Malia arriva, les informant que la meute de Satomi avait été attaquée. Le lendemain, l'école organisa un examen. L'un des surveillants était le médecin de tout à l'heure, désormais le nouveau professeur de chimie de l'école. L'autre surveillant, l'entraîneur, ne s'était pas présenté. La mère de Lydia, étant enseignante, se rendit au bureau pour le chercher, mais découvrit qu'il dormait profondément à son bureau. Elle reprit les tâches de surveillance, mais pendant l'examen, une élève s'effondra. La mère de Lydia remarqua une horrible éruption rouge sur le poignet de la fille, ce qui éveille ses soupçons. Sans attirer l'attention, elle ordonna au professeur de chimie de garder tout le monde à l'intérieur. Pensant à l'entraîneur endormi, elle se précipita pour le vérifier. Ses bras et son cou étaient clairs, et elle soupira de soulagement, mais, par prudence, elle souleva sa chemise, révélant son dos couvert de la même éruption rouge. Cela confirma ses pires craintes. Certains élèves arrivèrent en retard, mais furent renvoyés par l'enseignant. Elle alerta alors le centre de contrôle des maladies pour qu'il ferme l'école, réalisant qu'une épidémie potentielle se propageait. L'examen fut annulé. Le professeur de chimie resta imperturbable, donnant un exemple de peste bovine, expliquant qu'elle ne fait pas de mal aux humains mais dévaste les vaches, faisant apparemment allusion à quelque chose de plus profond. Satomi, le loup-garou le plus âgé, s'approcha du vétérinaire. En tant que plus vieux loup-garou vivant, elle lui inspirait un grand respect dans sa clinique. Satomi expliqua que la plupart de son clan de loups-garous avait été anéanti par la mystérieuse maladie. Après l'infection, ils ne pouvaient plus contrôler leur transformation, saignaient par leurs orifices, devenaient aveugles et finissaient par mourir de morts horribles. Le vétérinaire avait besoin de l'équipement de l'hôpital pour enquêter davantage. Pendant ce temps, à l'hôpital, Braden restait inconscient avec Derek surveillant. En raison de l'incident à l'école, Melissa a utilisé des médicaments pour forcer Braden à se réveiller et l'a interrogé sur ce qui s'était passé. Braden a révélé que le clan de Satomi avait contracté un virus qui tuait tous les loups-garous infectés. De retour à l'école, Scott a commencé à montrer des symptômes. Lydia n'a pas passé l'examen, l'ayant déjà réussi. Au lieu de cela, elle se rendit dans l'ancienne maison de sa grand-mère, emportant avec elle les affaires de Meredith. Hantée par la mort de Meredith, Lydia essaya d'utiliser ses mystérieux pouvoirs de Banshee pour entrer en contact avec Meredith, mais n'obtint aucune réponse. En triant les affaires de Meredith, elle trouva une photo prise dans cette même maison, la maison de la grand-mère de Lydia. À l'école, Styles et Malia commencèrent à montrer des signes d'infection. Craignant de perdre le contrôle et de se révéler être des loups-garous, ils avaient besoin d'une cachette. Styles pensa au coffre-fort des loups-garous, mais l'entrée se trouvait à l'extérieur du bâtiment. Si c'était un coffre-fort, il pourrait y avoir une voie de sortie, alors ils tentèrent leur chance. Ils trouvèrent un plan de l'école et émis quelques hypothèses sur quelques emplacements possibles. Kira pensait qu'elle n'était pas infectée, mais son père lui fit remarquer ses symptômes neurologiques. Elle avait mal rempli sa feuille d'examen. Après quelques recherches, ils découvrirent un mur au sous-sol marqué du sceau du clan des loups-garous, que seul le sang de la famille Hale pouvait déverrouiller. Scott et Styles échangèrent un regard pour garder secret le véritable héritage de Malia. Scott prétendit qu'il ne pouvait pas se transformer et demanda à Malia d'utiliser ses griffes. Sentant que quelque chose n'allait pas, Malia, qui soupçonnait depuis longtemps qu'il cachait quelque chose, dit qu'elle savait qu'elle était sur la liste. Les trois soupirèrent de soulagement, pensant avoir évité le désastre. Malia demanda alors avec curiosité combien elle valait. Styles lui dit que c'était 4 millions de dollars. Pas mal. Mais Malia n'était pas impressionnée puisque Scott valait 25 millions de dollars, et même Kira valait 6 millions de dollars. Agacée par la comparaison, Malia utilisa ses griffes pour ouvrir le passage, et tous les quatre se cachèrent à l'intérieur. En privé, Scott et Styles débattirent de la question de savoir s'il fallait dire à Malia la vérité sur son héritage. Son dernier nom sur la liste était Hale, et si elle le voyait, il serait impossible de le cacher davantage. Mais Styles craignait que si elle et Peter, les mêmes membres de la famille Hale, étaient réunis, Peter lui fasse un lavage de cerveau pour qu'elle devienne maléfique. De l'autre côté, le vétérinaire et Satomi ont amené les loups-garous à l'hôpital, avec Melissa pour les protéger. Mais juste au moment où ils atteignaient l'ascenseur, l'un des plus proches alliés de Satomi est mort, laissant Satomi dévasté. Lydia est finalement retournée à l'école, où le shérif l'a informée de l'épidémie de grippe. Pendant ce temps, les jeunes loups cachés sous terre ont entendu la conversation. Ils ont réalisé que quelqu'un devait avertir les autres, car ce virus était particulièrement dangereux pour les êtres surnaturels.
Styles s'est porté volontaire pour cette tâche. Dehors, le chaos régnait, mais Derek était toujours au chevet de Braden, son regard doux. Lorsqu'elle toussa, il marmonna maladroitement qu'il protégeait juste son investissement, car elle valait beaucoup. Après une autopsie, le vétérinaire a découvert que le virus était une forme mutée de la maladie de Carré, inoffensive pour les humains mais mortelle pour les loups-garous. Le vrai mystère, cependant, était de savoir pourquoi Satomi n'avait pas été infecté. Lorsque Styles a quitté le coffre-fort, il a remarqué que l'entraîneur était le seul adulte infecté, ce qui semblait suspect. En enquêtant sur le bureau de l'entraîneur, il a trouvé une empreinte de main rouge sur une tasse et l'a immédiatement liée au tampon encreur du professeur de chimie. Tous ceux qui avaient été infectés l'avaient utilisé, révélant qu'il était la source de l'épidémie. Juste à ce moment-là, une voix ricana, surprise que l'idiot soit même tombé malade. Il s'avéra que le professeur de chimie était derrière la peste depuis le début, ne s'attendant jamais à ce que l'entraîneur idiot utilise son tampon encreur, laissant à Styles un indice. Avide et calculateur, le professeur avait pour objectif d'éliminer tous les loups-garous de la ville, gagnant des millions de primes. Les 3 jeunes loups à eux seuls valaient 35 millions de dollars, sans parler du clan de Satomi. Tout ce dont il avait besoin était de confirmer leur mort, et le donateur lui transférait l'argent. Dans la salle de classe, l'entraîneur et les autres commencèrent à se rétablir alors que le professeur de chimie laissait entendre que le virus n'était pas destiné à nuire aux humains. Sa seule cible était les loups-garous. Mais les choses étaient sombres pour Scott, Styles et Malia dans le coffre-fort alors qu'ils saignaient à blanc et s'affaiblissaient de seconde en seconde. À l'hôpital, non seulement Satomi allait bien, mais Derek aussi. Il s'avéra que lorsque Derek était plus jeune, Satomi rendait souvent visite à sa famille puisque sa mère était la reine Alpha. Derek se souvenait que Satomi apportait toujours un thé à l'odeur étrange. C'était le réchi violet sauvage préféré de sa mère. Le vétérinaire pensait que c'était un remède à tous les maux, et Derek et Satomi en avaient tous deux consommé, les protégeant du virus. Heureusement, il y avait une réserve dans le coffre. Pendant ce temps, le professeur de chimie exigea que Styles le conduise au coffre, menaçant de le tuer. Styles refusa, terrifié mais provocateur. Il était déjà mort une fois, après tout. Le professeur commença à compter à rebours à partir de 3, mais avant qu'il ne puisse terminer, un coup de feu retentit. Il s'avéra que son compte à rebours était en fait pour sa propre mort. McCall était arrivé juste à temps, grâce à un message de Melissa lui disant de transmettre un message à Styles. Styles ne comprenait pas la partie sur le réchi, mais il comprit l'allusion et se précipita vers le coffre. Sur le chemin de l'école, Derek et Satomi furent pris en embuscade par un assassin. Satomi esquiva les balles au ralenti et l'abattit avec un tour élégant. À l'intérieur du coffre, Scott, désormais aveugle mais toujours conscient, invoqua toute sa force, forçant sa vision à passer de l'obscurité à un rouge vif. Son nouveau pouvoir était terrifiant, montrant son potentiel de loup-garou de haut niveau. Il repéra le réchi, brisa le récipient et la poudre se répandit, les sauvant tous les 3. Dehors, Styles attendait anxieusement, et soudain, la porte du coffre s'ouvrit à peu près au même moment où la quarantaine de l'école était levée. Styles se précipita pour voir Malia, mais elle semblait distante, s'éloignant sans un mot. Elle avait vu son nom sur la liste des personnes à tuer et s'était rendu compte qu'elle était un membre de la famille Hale, comme Derek, furieuse que Styles et les autres le lui aient caché. La dernière fois, Malia avait découvert qu'elle était la fille de Peter. Par un retournement de situation, malgré leur brouille avec Styles, ils finirent par coucher à nouveau ensemble. Mais Styles n'était pas d'accord, il a l'habitude de dormir au milieu, et avoir quelqu'un d'autre au lit la dérangeait. Il s'est avéré que ce n'était qu'un rêve érotique. En réalité, Malia n'était pas là, et Styles s'est retourné et tourné toute la nuit. Pendant ce temps, McCall devait retourner au QG après avoir tué le professeur de chimie. Avant de partir, il dit au revoir à Scott, mais ses soupçons grandissaient. Il savait que son fils cachait quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il accepterait la vérité. Le jeu de la prime, orchestré par le mystérieux donateur, s'intensifiait. Cette fois, Scott décida de prendre les choses en main avec un faux plan de mort. Avec une prime de 25 millions de dollars sur sa tête, il pensait que le donateur se présenterait pour confirmer sa mort. Kira utilisa ses pouvoirs de Thunder Kitsune pour ralentir le rythme cardiaque de Scott, bien que ce soit risqué. La mère de Kira les prévint que si Scott restait sous l'eau pendant plus de 45 minutes, il mourrait vraiment. Mais Scott était déterminé. Parfois, il faut tout risquer pour le gros lot. Sa mère, Melissa, se joignit au plan et donna une performance digne d'un Oscar, jouant une mère célibataire au cœur brisé qui pleure son fils. Chris, le chasseur de loups-garous, est également intervenu, contactant le donneur et exigeant qu'il vienne personnellement à l'hôpital pour vérifier la mort de Scott. Après avoir piraté toutes les caméras de surveillance de l'hôpital, ils ont attendu l'arrivée du donneur. Pendant ce temps, Braden a remarqué que les blessures de Derek ne guérissaient pas. Derek a admis qu'il avait perdu ses pouvoirs. Il ne pouvait même plus se transformer.
Il était fondamentalement humain. Braden l'a défié à un bras de fer pour tester sa force, et elle a triché en appliquant une pression avant la fin du compte à rebours. Derek s'est plaint, ignorant que Braden lui enseignait une leçon importante. En tant qu'humain luttant contre des êtres surnaturels, il devait être plus sournois et plus impitoyable pour survivre. La deuxième leçon concernait les armes à feu. Derek s'est moqué de l'idée, fier de son héritage de loup-garou, croyant qu'un loup-garou n'avait pas besoin d'une arme à feu pour se défendre. Il a fait les choses sans enthousiasme, même si Braden pouvait voir à travers lui. Il n'était pas concentré sur la leçon, clairement distrait et avide de quelque chose de plus. Pendant ce temps, alors que Scott simulait sa mort, il a fait un rêve. Il s'est réveillé dans son école, où un couloir sombre l'a conduit à Liam, qui lui a lancé une balle. Scott l'a attrapé sans effort et a suivi Liam dans une salle de classe. Sur le bureau se trouvait un cahier avec une toute nouvelle liste de morts, et la clé était le nom de Scott. Une fois la liste déverrouillée, elle révéla les noms de 3 tueurs, l'homme sans bouche, le couple d'assassins et le professeur de chimie. Liam a exhorté Scott à se venger, mais Scott a refusé, arguant que la vengeance ne le rendrait pas différent de ses meurtriers. Alors que Scott fermait le cahier, l'homme sans bouche est apparu et a tué Liam. Malia ne faisait pas partie du plan de fausse mort, car elle était déterminée à découvrir la vérité sur sa lignée. Elle a organisé une rencontre avec Peter au coffre-fort. En attendant, Malia a découvert ses papiers d'adoption dans un coffre-fort. Lorsque Peter est arrivé, Malia était à la fois furieuse et frustrée. Elle sentait que Peter était dangereux pour tout le monde sauf pour elle, et elle restait méfiante envers son père méchant. Pendant ce temps, Lydia fouillait la cabane au bord du lac de sa grand-mère à la recherche d'indices sur Meredith, et sa mère est arrivée, reconnaissant avec surprise Meredith sur une photo. Scott a fait un autre rêve, presque identique au premier. Liam a de nouveau lancé le ballon, mais cette fois, au lieu d'une salle de classe, ils se sont retrouvés dans les vestiaires. Scott a remarqué qu'il avait plus de crocs qu'avant, signe que son côté loup prenait le dessus. Une voix grave derrière lui a dit que c'était l'évolution. Une fois de plus, l'homme sans bouche a tué Liam. Le premier rêve montrait la mort de Liam à travers les yeux humains de Scott, mais dans le deuxième rêve, Scott était dans un état à moitié transformé. À l'hôpital, 2 mères montaient la garde, observant attentivement tout le monde aller et venir. Chris était allongé en embuscade le long du chemin principal, tandis que Styles et les autres surveillaient les caméras. Soudain, la surveillance du toit s'est arrêtée. Kira et Liam sont allés enquêter et ont découvert que la panne de courant avait été causée par un berserker. Ils avaient coupé l'électricité de l'hôpital, désactivant toutes les caméras. Malgré leur équipe, Kira et Liam ont lutté contre la force écrasante du berserker. Un berserker poursuivait la mère de Melissa et Kira. La mère de Kira avait totalement échoué. Après avoir perdu ses 9 queues, elle n'était pas plus forte qu'une personne normale. Kate s'est précipitée à la morgue pour réclamer le corps de Scott à Styles, mais Kate a nié être la donneuse, affirmant que le corps était destiné à un autre usage. Pendant ce temps, Kate et son frère se sont engagés dans une confrontation tendue. Dans le coffre-fort, Malia a confronté Peter à propos de ses meurtres. En tant que principal méchant de la saison, Peter avait de nombreux morts sur les bras. Se souvenant de l'incendie qui a anéanti une famille, Peter serrait toujours les dents de rage, mais il a choisi de faire équipe avec Kate par cupidité. L'incendie l'avait laissé dans le coma pendant 6 ans, son esprit piégé dans un corps qui ressemblait à un cadavre. Malia, perplexe, demanda pourquoi le nom de Peter ne figurait pas sur la liste des personnes à abattre. Il était tout aussi confus, mais savait qu'il n'était pas le donneur. Après tout, le donneur avait volé plus d'1 milliard de dollars sous ses yeux. Quant à la mère de Malia, Peter n'avait aucun souvenir depuis qu'elle avait été volée. Son enquête désigna une femme dont le nom de code était le loup du désert. À l'hôpital, Chris et Kate étaient dans une impasse. Il révéla un faux complot de mort, la suppliant de rester en dehors de celui-ci jusqu'à ce qu'ils attrapent le donneur. Puisque Kate elle-même était sur la liste des personnes à abattre, elle n'avait d'autre choix que de battre en retraite avec le berserker. Cependant, la mère de Kira était gravement blessée, sa capacité de guérison n'étant plus ce qu'elle était. Pendant ce temps, Scott fit son 3e cauchemar. Cette fois, il s'agissait d'une hache volante. Liam, saignant de la poitrine, regarda Scott avec incrédulité. Scott, la hache levée, était confus. Une main forte le saisit et la silhouette silencieuse réapparut, murmurant qu'il l'aiderait. Sous l'influence de la figure, Scott commença à attaquer Liam, sa nature de loup prenant le dessus alors qu'il se transformait, profitant de chaque instant. Mais soudain, il revint à la réalité, entouré d'autres. Le plan avait échoué, le donneur ne s'était pas présenté. Ailleurs, Kate retourna dans les égouts, où l'attendait Peter. En apprenant que Scott avait simulé sa mort, Peter fut soulagé, car Scott faisait partie de son plan. De retour chez lui, Styles découvrit que Malia était revenue.
Elle n'avait pas subi de lavage de cerveau de la part de Peter, mais essayait de retrouver sa mère, la louve du désert. Elle était prête à renouer avec Peter et sa fille. Pendant ce temps, la mère de Lydia sortit une urne contenant les cendres de sa grand-mère. Après avoir appris que sa grand-mère avait été internée pour avoir dit des bêtises, Lydia soupçonna qu'elle était peut-être une banshee. Le dernier souhait de la grand-mère était que ses cendres soient dispersées sur le lac. Cependant, lorsque Lydia ouvrit l'urne, ce n'était pas des cendres mais de la poudre de Rowan. La cabane au bord du lac était également entièrement faite de bois de Rowan. De retour chez Derek, il examina son arsenal d'armes alors qu'il se préparait à ce que la vérité éclate. Bien qu'il n'ait pas réussi à attirer le donneur, Scott pensait que le plan avait fonctionné, voulant trouver celui qui pourrait confirmer la mort sans voir le corps. Kira réalisa soudain que le donneur devait être une banshee, mais seulement 3 étaient connus. Lydia était impossible, et Meredith, qui s'était suicidée, fut écartée, ne laissant que la grand-mère de Lydia. Les cauchemars de Scott reflétaient subtilement le traumatisme psychologique de Peter après avoir été brûlé. En fait, Scott avait fait 3 cauchemars, ce qui expliquait subtilement l'état psychologique de Peter pendant ses brûlures. Alors que son corps était proche de la mort, son esprit restait pleinement conscient. Au fil du temps, sa rationalité s'est lentement érodée, laissant place à des pensées de plus en plus tordues et folles. Au bord du lac, la mère de Lydia a trouvé le testament de sa grand-mère. Elle ne l'avait jamais compris auparavant et pensait que cela n'avait aucun sens. Mais après l'avoir lu, le visage de Lydia s'est assombri et elle a commencé à douter que sa grand-mère soit vraiment morte. Comment aurait-elle pu autrement écrire une liste de morts? La scène se déplace vers un policier attachant l'adjoint au volant, arrosant toute la voiture d'essence et disant calmement que sa vie valait 5 millions de dollars. L'adjoint a essayé de le raisonner, implorant sa clémence. L'agent a froidement retiré ses écouteurs, un geste qui a scellé le sort de l'adjoint. Il a mis le feu à la voiture, laissant l'adjoint périr dans des cris d'agonie. Plus tard, l'agent est retourné au poste pour vérifier si la prime avait été payée, seulement pour voir l'adjoint carbonisé, nu et noirci, franchir la porte comme un démon revenant de l'enfer. Malgré son apparence échevelée, il n'y avait pas une seule brûlure sur son corps. Le monde de l'agent s'est brisé. L'adjoint l'a immobilisé, le frappant à plusieurs reprises au visage. Quelqu'un avec une prime de 5 millions de dollars n'était pas ordinaire. Il s'avère que l'adjoint était une créature surnaturelle terrifiante, bien que toujours en sommeil dans son pouvoir. Après l'incident, Scott a emmené l'adjoint dans la tanière des loups. Derek était impatient de découvrir le secret de sa survie. Tout le monde sait que la faiblesse d'un loup-garou est le feu, mais l'adjoint était complètement indemne.